Et on les appelait, beaucoup de sortes, mais il y a une appellation générale, Chimewangyang. Alors en japonais, ça se prononce Chimimoryo. Je n'écris pas les sinogrammes, ça n'est pas la peine, ils sont très compliqués. Mais je vais vous dire un peu en quoi ça consiste. Donc c'est Chimimoryo, Chimewangyang. Ils sont tous méchants, trompeurs. Et d'ailleurs, l'expression Chimewanyang, Chimimoryo en japonais, a pris le sens d'un homme méchant, un homme diabolique. Les Chemei, les premiers, les Chemei, ils habitent dans la montagne, dans la forêt, dans les marais. Ce sont des quadrupèdes à face humaine qui tourmentent les gens. Les Che, le premier, les Che, ressemble à un tigre et il habite dans la montagne. Le Mei, le deuxième, le Mei, il habite dans les vallées et il ressemble à un sanglier. Et les derniers, les Wangyang, il ressemble à un enfant de 3 ans avec de longues oreilles et des yeux rouges. Et ces Wangyang, ils trompent les humains en imitant leur voix et ils habitent dans tous les lieux sauvages, les eaux, les rochers, les arbres. Bon, ça c'est un exemple de l'image que les Chinois autrefois se faisaient de la montagne, des lieux sauvages, c'est-à-dire qu'ils en retiraient une impression de peur. Et c'est le sentiment qui a dominé pendant très longtemps, jusqu'à un retournement qui s'est produit sous les 6 dynasties, où la peur a laissé la place à un sentiment esthétique. Donc un retournement. Un retournement qui est plus marqué que dans la culture gréco-romaine. Parce que si vous réfléchissez à ce que c'était qu'un Wangyang, cet enfant de 3 ans avec des longues oreilles qui imite la voix humaine pour tromper les humains. C'est l'équivalent de la nymphe Écho, si vous voulez. Mais la nymphe Écho, nous avons une image charmante. Là, c'est une image affreuse. Voilà. Donc, avant ce retournement de l'époque des 6 dynasties, quand on rencontrait le mot Xiangxue en un seul mot, pendant plusieurs siècles, c'est-à-dire entre l'époque des royaumes combattants, entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle après Jésus-Christ, 5 et 4, 9, c'est-à-dire presque pendant 1000 ans, ce mot existait, mais il n'avait pas de sens de paysage. Et puis, un jour, un poète qui s'appelait Zhuo Si a, pour la première fois dans la poésie chinoise, a utilisé Xiangxue. Quand un mot n'est pas utilisé dans la poésie, ça veut dire qu'il n'a pas un statut esthétique. Donc, ce poète, Zhuo Si, il vivait environ 250-305, à peu près. Et il est connu par des œuvres, en particulier ce qui nous concerne, c'est 2 poèmes de l'invitation faite à l'ermite. 2 poèmes de l'invitation faite à l'ermite. Je vous ai parlé de cette mode de l'érémitisme dans la Chine des 6 dynasties, et ça a donné naissance à un genre poétique, c'est-à-dire que le souverain envoie chercher l'ermite
parce que par hypothèse, l'ermite est un personnage qui a des capacités nécessaires au royaume, donc le roi envoie chercher l'ermite pour le prier de revenir aux affaires politiques. Donc ça donne naissance à un genre littéraire, et en particulier à ces deux poèmes de l'invitation faite à l'ermite, de Zuozi, où l'on voit les émissaires du souverain qui vont chercher l'ermite dans la montagne, et la description qui est faite de la montagne est esthétiquement positive. C'est un environnement plaisant. Ça, c'est un énorme retournement. Et en particulier, il y a deux vers dans l'un des deux poèmes qui nous disent « Pas besoin de fil ni de bambou ». Alors le fil et le bambou, c'est les matériaux qui servent à faire des sitars chinoises, c'est-à-dire un instrument de musique. Donc l'idée, c'est pas besoin d'instruments de musique. Les eaux de la montagne ont un son pur. Les eaux de la montagne ont un son pur. Et les eaux de la montagne, c'est sensuel. Alors, vous voyez ici que sensuel n'a pas encore le sens de paysage. Ça veut dire encore, c'est le bruit d'un torrent. Le bruit d'un torrent. Mais le statut esthétique est positif. Ça, c'est sûr. Sensuel a désormais un statut esthétique positif. Ce poème a été écrit aux environs de l'an 300, probablement. Aux environs de l'an 300. Et ces poèmes de Zuozi ont été fort à la mode. Et en quelques décennies, eh bien, ils ont fait naître le nouveau sens de sensuel que l'on retrouvera en 353 dans les poèmes du banquet du pavillon des orchidées. Sensuel a désormais acquis le sens de paysage. Et je vais vous en donner un exemple. Un exemple choisi parmi les 17 qui avaient été composés au banquet des orchidées, d'un poète qui est peu connu par ailleurs. Je vais vous en donner même deux exemples. Le premier, distrayant mon cœur dans le paysage, c'est-à-dire dans le sensuel, distrayant mon cœur dans le paysage, absent à moi-même, c'est-à-dire je rêve, absent à moi-même, j'oublie mon likou. Le likou, c'est quelque chose qui sert à tirer un âne, à tirer un cheval en lui passant autour du cou. L'idée, les likou, ce sont les liens mondains, les obligations mondaines que l'ermite a fui en quittant la ville. Il laisse tomber, il va dans la montagne, dans la campagne, chercher sa propre liberté. C'est un rejet du monde, c'est le thème de base de l'érémitisme. Et vous voyez le lien entre l'érémitisme et le paysage. Et notez bien que c'est très particulier, parce qu'à la même époque, nous avions, en Occident, nous avions les pères du désert, comme Saint Jérôme, que nous avons rencontré hier au monastère de Saint Jérôme. Saint Jérôme, il est typique des pères du désert à la mode chrétienne, c'est-à-dire que on ne regarde pas la nature avec délectation. Au contraire, on ne veut pas la regarder. Il y a des pères du désert, pas Saint Jérôme lui-même, mais d'autres, qui se forçaient à ne pas regarder autour d'eux. On en cite un, j'ai oublié son nom, il avait attaché un anneau de fer à son cou et une chaîne de fer, et l'autre anneau était à ses pieds, comme ça, il était obligé de marcher comme ça pour ne pas regarder la nature, parce que la nature était mauvaise.
Donc l'érémitisme est totalement différent dans ce contexte. Autre exemple du distique, un autre distique que j'en ai presque terminé. Je cite, le maître de séance, le maître des lieux, le maître de séance scrute le paysage, sensué, il scrute le paysage vers les hauteurs, puisque s'il y a toujours des montagnes, cherchant les traces d'anachorètes, les traces d'ermites. Parce que en Chine, le mythe veut que on va dans la montagne pour chercher l'immortalité. Mais là aussi, ce n'est pas du tout l'immortalité chrétienne qui suppose de mourir et d'aller au ciel. En fait, c'est une immortalité que l'on peut acquérir sur terre, par un exercice ascétique, une ascèse, et par la chimie aussi, et on peut l'atteindre sur terre. Et une fois qu'on a atteint l'immortalité, on devient totalement libre, invisible, et on peut se déplacer dans l'air comme ça, dans la montagne, et l'immortel, en chinois, le mot s'écrit Tianren. Vous avez l'élément ici qui veut dire humain, et ça c'est l'élément que vous connaissez, c'est la montagne. Ça veut dire cet humain, il est devenu la montagne. Il est dans la montagne. Il est devenu l'ambiance de la montagne. Et donc, quand on, ça aussi c'est un thème classique, quand on va chercher l'ermite, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas parce qu'il est déjà devenu chien, il est déjà devenu immortel. Donc là, ce petit poème qui nous dit « Le maître de séance scrute le paysage vers les hauteurs, cherchant les traces de l'anachorète, de l'ermite », ça veut dire tout le monde comprend qu'il est déjà devenu la montagne, donc on ne trouvera pas ses traces. Enfin, on trouvera ses traces, mais lui, on ne le trouvera pas. Voilà. Donc, vous avez la date 353 de la naissance du paysage, et après ça, ce concept va se développer dans le monde entier. Je vous remercie de votre attention. Répondre à nos questions. Bom, o professor responderá a questões, eu posso traduzir se for necessário, creio que não será, portanto, só terei que fazer alguma moderação. Já havia algumas... A Helena? Doutora Helena? On dirait que dans ce concept chinois de paysage, il n'y a pas de paysage s'il n'y a pas de montagne. Dans ce concept-là, sensuel, il y a d'autres mots qui apportent d'autres nuances. Plus tard, par exemple, ils sont apparus plus tard. Oui, plus tard. Il y a un mot qui est très courant aujourd'hui et qui a même remplacé dans le vocabulaire courant, qui a remplacé le mot sensuel, parce que sensuel, du fait de sa longue histoire, et maintenant, il connote toujours la peinture classique ou la poésie classique. Mais quand vous parlez du paysage en général aujourd'hui, vous dites funti. Voilà. Ici, ça veut dire le vent, donc c'est l'atmosphère, l'ambiance. Et Qing, c'est une scène, c'est quelque chose que l'on voit. Alors ça, c'est le mot le plus courant aujourd'hui. Il y en a d'autres. Et qui est apparu plus tard, Alors, récemment. Funting, oui, il est postérieur à Saint-Shui, mais malheureusement, je n'ai pas creusé son histoire. Je ne saurais pas vous préciser à partir de